bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Bienvenue donc sur un petit workshop GraphQL et Nuxt. Moi, c'est Julien, donc je suis le DSI, donc DSI directeur des systèmes d'information. Je suis le techos quoi, de l'équipe de Synerge. Et du coup, je suis avec Alphonse Bouy, qui Oui, lui est le bonjour. trésorier. Je fais un peu de dev aussi, c'est pour ça que je suis là. Voilà, il n'y a pas que le DSI qui s'occupe de tech, hein. Si tu aimes le dev, bienvenue dans l'équipe. Euh, Parlons bien, rentrons directement dans le sujet. Ces 45 minutes sont dédiées à GraphQL et la suite après à Nuxt. Et je vais éviter de déborder sur le timing d'Alphonse, donc c'est parti. GraphQL, qu'est-ce que c'est? Alors, GraphQL, de manière très simple, c'est un langage de requête pour vos API. Hein, ça ne va pas plus loin que ça. Si certains ont peut-être un peu entendu parler GraphQL avant, moi c'était mon cas, en tout cas à l'époque j'en avais entendu parler, ce qui remonte à quelques années. J'étais en train de me dire, ouais, GraphQL c'est trop magique, ça va faire le lien entre mes API, mes bases de données tout seul, trop bien. Non, GraphQL, c'est vraiment juste une manière d'écrire des requêtes pour des API, c'est tout. GraphQL ne va pas faire la magie entre aller chercher tout seul vos données dans votre base de données. Ça, ce sera toujours le boulot du développeur, enfin, ce sera votre boulot toujours malheureusement. Mais GraphQL vous propose des manières de le faire et d'organiser tout ça. Mais comme on dit, mieux vaut des images plutôt que 1000 mots. Donc, à quoi ça ressemble GraphQL? Donc, dans l'idée GraphQL, il y a trois éléments principaux. En premier, on a ici, donc ici tout à gauche, c'est une définition de type. Donc, un type, ça va définir, c'est vraiment nos structures de données. On va définir quelle structure de données on va vouloir mettre sur nos API. Et donc, dans l'idée, ici, c'est juste un type hello. Et ce type hello, il aura un champ world qui serait une string. Et il aura un autre champ people qui serait un tableau de personnes. Tout bête. Donc, dans l'idée, ici, j'ai mis personne. Il faudrait définir un autre type personne, mais c'est pour l'exemple. Ensuite, on a la deuxième partie ici, c'est voilà une requête GraphQL, donc ça ressemble à ça. Dans l'idée, c'est un peu format objet JavaScript ou un peu JSON, dans lequel en fait on va préciser, on a une requête donc, qui s'appellerait hello, dans lequel hello, je voudrais récupérer le champ world, donc world comme on a fini avant, et people qui sera un tableau de personnes. Pour mes personnes, je vais récupérer leur ID et leur name. Et tout ça derrière, ça nous amènerait une réponse qui c'est du bon JSON et qui nous donne exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire un champ world, donc hello, world avec une string, donc comme on l'a attendu, et people qui est un tableau de personnes avec les champs ID et name, donc ID name. Donc ça nous donne exactement ce qu'on voulait. Et j'insiste vraiment très fortement sur exactement ce qu'on voulait, parce que là est déjà une des premières phrases de GraphQL comparé à une API classique. C'est GraphQL, vous lui demandez ce que vous voulez, mais il vous retournera ce que vous voulez. Il vous demandera pas plus, pas moins, c'est exactement ce qu'on veut. Je pense que pour faire la comparaison et que tout le monde comprenne un peu mieux, je pense que le mieux c'est de faire une comparaison avec REST. Je suppose que tout le monde est familier avec donc les API REST, probablement déjà faire des requêtes, voire sans doute en développer vous-même. Donc prenons ce petit exemple. Alors, ici c'est un exemple vraiment des plus bateau, un peu tiré par les cheveux, mais dans l'idée on a des utilisateurs et on va les chercher. Dans les amis utilisateurs, ils ont renseigné de la nourriture qu'ils aimaient et nous on va chercher la liste d'ingrédients de ces nourritures. C'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais bref, tout ça reste très illustratif. Donc dans l'idée sur une architecture un peu REST traditionnelle, on aurait donc des URL, donc slash API users, friends, etc. Et on commencerait par faire nos petites requêtes. Donc on va aller chercher l'utilisateur 1, on récupérait ID, name, son email, enfin bref, toutes les informations qui concernent l'utilisateur. Et potentiellement, on aurait un tableau avec des ID de ses amis. De là, on irait faire nos petites requêtes sur les amis. Pareil, les amis, on aurait ID, name, etc. Toutes les informations que constitue un utilisateur. De ces amis, on irait faire des requêtes sur les nourritures, avec dans ces nourritures une liste d'ID d'ingrédients. Et enfin, on arriverait sur nos petits ingrédients et on aurait nos petits ingrédients. Alors là, maintenant, ce qu'il faut se rendre compte avec tout ce que j'ai cité, c'est que si on compte un peu le nombre de requêtes qu'on a fait, c'est gigantesque. Puisqu'on part d'un seul utilisateur, mais d'un utilisateur, on a plusieurs amis. On va dire potentiellement 10 amis. De ces 10 amis, chacun de ces 10 amis a donc potentiellement, chacun a potentiellement entré, allez, on va dire, 10 nourritures. Donc, ce qui nous fait déjà 10 fois 10, ça nous fait quasiment 100 requêtes. Alors, c'est pas quasiment, c'est ça fait 100 requêtes. Puis après, je vous laisse encore imaginer, on multiplie le tout par le nombre d'ingrédients, ce qui fait qu'on en est déjà à un nombre de requêtes astronomique. Je vous laisse imaginer les performances qui sont absolument exécrables. Tout ça pour aller chercher une liste d'ingrédients. Et là où GraphQL va se démarquer, c'est GraphQL. Vous aurez un endpoint GraphQL sur lequel vous ferez une requête avec reusers, qu'aura l'ID 1,
Sur l'user, j'irai chercher les amis, nourriture, ingrédients, et je récupérerai l'ID et le name de mes ingrédients. Donc là, déjà, là où avec REST, quand j'aurais fait déjà une requête ici, j'aurais récupéré 3 fois trop d'informations, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste ça. GraphQL, j'aurais pas autant de requêtes. Bon, calme-toi. J'aurais pas autant de requêtes. La seule chose que j'aurais fait, c'est une requête, et j'aurais uniquement ces informations-là. Après, d'ailleurs, il faut faire du traitement, on extrait les ingrédients, etc. etc. J'ai oublié de préciser, mais d'ailleurs, si vous avez des questions à n'importe quel moment, un truc qui n'est pas clair, n'hésitez vraiment pas à le mettre dans le chat. Donc voilà, comme j'ai un peu de le dire, GraphQL, c'est un seul endpoint qui va servir à exposer toute votre API, et ce, peu importe le verbe HTTP, puisque comme ça vous le savez, enfin vous le savez sans doute, c'est que le verbe HTTP est extrêmement important dans les API REST, get pour récupérer des données, post pour en créer, put pour update, delete pour en supprimer, etc. etc. GraphQL, on s'en fout, ça tourne sur un seul endpoint, peu importe le verbe. Ça pourrait être get, post, put, delete, peu importe, si ce n'est 99% du temps, on fait tourner ça sur du post, parce qu'en général, c'est plus simple pour faire passer des données, pour faire passer des requêtes. Mais sachez que si un jour vous voyez une API GraphQL avec du put ou du delete, ça ne posera pas de souci. Voilà, avec ça, du coup, ça fait un petit aperçu. Donc, GraphQL, c'est des requêtes, on demande ce qu'on veut, on obtient exactement ce qu'on veut, c'est un seul endpoint pour toutes nos requêtes. Maintenant, comment ça marche un peu, rentrons dans le détail. Dans GraphQL, pour définir tout ça, on va avoir besoin de définir un schéma, donc le schéma de notre API. Donc, si je remonte tout au début avec ce type Hello, donc un type Hello ici, ça fait partie de notre schéma. Ici, ce serait un type custom qu'on en définit nous-mêmes, mais GraphQL, lui, il y a 3 types qui sont essentiels, que sont le type query, mutation et subscription. Premièrement, donc le type query, lui, il va définir les requêtes pour récupérer des données. Donc dans l'idée, ça va être un peu un équivalent du get pour une API REST. Pour voir un peu très concrètement, ça ressemble à ça. Donc c'est la même manière qu'on définit. Il y avait le type Hello au début, un type query, c'est la même définition. Et ici, on va définir en fait littéralement les requêtes qu'on va autoriser l'utilisateur à faire pour récupérer des données. Ici, c'est vraiment, on aura un user avec, potentiellement, on pourrait passer un met ID, on récupérait un tableau d'user. User, un seul utilisateur qui nous retournerait un seul utilisateur. Et ici, n'importe quoi, des pizzas pour récupérer une pizza. À noter la subtilité, c'est qu'ici, on a des points d'exclamation dans cette définition de type. Un point d'exclamation, c'est tout simple, ça veut juste dire si quelque chose est obligatoire ou non. C'est-à-dire que là, si on prend ce cas-là, ici dans users, on pourra faire une requête user sans pour autant passer le paramètre ID. En revanche, ici, comme il y a un point d'exclamation, dès qu'on fait une requête user, on sera obligé de lui passer ID comme information puisqu'on a besoin de récupérer un seul utilisateur. Et ici, ce qui fait que typiquement ici, dans le résultat, ça veut dire qu'il est obligé de nous retourner un utilisateur. Ici, ça veut dire qu'il est obligé de nous retourner un tableau. Et ici, dans les pizzas, on est obligé de passer un nom de pizza en string, parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre que des hints. Mais ici, ça veut dire que malgré, même si on lui passe obligatoirement une string, il ne retournera pas forcément une pizza. Ensuite, on a les mutations. Donc les mutations, ça va définir les requêtes pour créer, modifier ou supprimer des données. Donc ici, c'est l'équivalent du post, put, delete dans une API REST. Donc limitation, souvent la syntaxe, c'est un peu les conventions veulent qu'on fasse ça avec un verbe et enfin, le verbe d'action suivi de un peu le type qui lui est lié. Donc ici create user, update user et delete user. Je pense que c'est assez explicite comme ça. À noter ici les deux petites particularités que sont ici create user input et update user input qui sont sans douter, c'est pas des int, c'est pas des strings, c'est pas des types de base, c'est des types qu'on définit nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle des inputs et j'y reviendrai un peu plus tard quand je rentrerai un peu plus dans les détails après. Mais ça va permettre en fait un peu de mieux structurer les arguments qu'on veut passer à nos requêtes. Et enfin, le dernier type, le subscription, qui lui est différencié un peu des deux, puisque là où les autres se rapprochent énormément d'une API REST, ici ça différencie totalement la subscription, puisque ça permet de faire des requêtes en s'abonnant, enfin subscription, hein, s'abonner comme son nom le définit, à un flux de données, donc ça permet en fait de faire du temps réel. Donc en fait, sous le capot, on a un WebSocket qui va tourner, et ça va te permettre de s'abonner à des événements. Donc côté serveur, on aura des événements et côté client, on sera notifié dès que l'événement sera fait. Donc, pour être plus explicite, ici notre type subscription, on pourrait par exemple le définir avec user created, user updated, etc. Donc dans l'idée, si on fait une requête subscription, dès qu'un user serait créé, en temps réel, on le saurait directement et côté front, on pourrait faire quelque chose en fonction de ça. Pas forcément côté front, enfin bref, là en tout cas, on sait subscribe, on saurait directement en temps réel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie par rapport au REST parce que ça vient directement un peu dans le packaging GraphQL. Là où c'est pas quelque chose que vous auriez vu normal, enfin, dans du REST, c'est vraiment on fait un petit serveur de WebSocket à côté et puis on fait un autre système d'événements.
Donc voilà, avec ça, vous avez vraiment les 3 types au cœur de GraphQL qui sont vraiment ce qu'on appelle un peu les types racines. Donc ils sont un peu les super types de tout ça. Mais comme je vous l'ai montré au début, j'avais fait un type hello. Donc ça, c'est du coup les types dans GraphQL. Donc ça, c'est que je vous montrais donc ces types-là qui sont des types qu'on définira nous-mêmes, qui eux vont permettre de définir la structure de vos données que vous allez exposer sur votre API. Donc typiquement ici, voici 2 exemples. On a d'un côté un type article, donc ID, title, content, enfin voilà, très bateau. Et à noter que du coup, ces types peuvent faire des références entre eux. Ici, l'auteur d'un article, c'est un user, donc user qui se trouve juste en bas. Donc voilà, chacun ses champs. Et l'auteur, lui, l'utilisateur, il a ses articles qui fait référence au type article. On peut faire des dépendances un peu circulaires comme ça. Ce qui nous permet, en fait, c'est vraiment la force de GraphQL, c'est que ça nous permet de nous balader dans des données dès qu'on va faire une requête. Pour ce qui est de create date et update date, vous vous doutez que c'est des dates. Maintenant, j'ai mis 3 points d'interrogation puisqu'il s'avère que c'est un type un peu particulier et que j'y reviendrai juste après. Ensuite, on a les inputs. Donc, je vous avais parlé avant, c'est ces types un peu spéciaux qui, eux, vont permettre de définir un peu les structures de données, mais pour les arguments d'une requête. Donc, dans l'idée, c'était l'exemple qu'on avait un peu avant pour le type mutation. Donc, on se souvient, mutation, c'est l'équivalent donc de post, put et delay. Donc, c'est vraiment les actions pour modifier de la donnée, pour créer, modifier et supprimer de la donnée. Donc, create user, donc, il avait une clé de data et une input create user input. En fait, create user input, c'est tout simplement, au lieu de mettre type, en fait, on écrit input devant et on va lui passer les champs qu'on veut, donc name, email et password dans ce cas-là. Donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passera quand on fera une requête? On aura data, 2 points, et un objet, la structure sera un espèce d'objet comme JavaScript, avec name qui aura du coup une string, email une string et password une string. Donc voilà, les inputs, en fait, c'est des manières de définir un peu des objets qu'on souhaite passer dans nos arguments pour vraiment mieux structurer le tout et pas tout mettre à la chaîne parce que ça peut faire rapidement un peu long. Dernier point que sont les scalars. Donc il s'avère que c'est pour envoyer du coup created date, updated date. Il s'avère que GraphQL, lui, il a des types de base, donc que sont int, float, string, boolean et id. Donc ça, lorsqu'on définit nos types, c'est ces types qu'on peut mettre là. Sauf qu'en fait, il définit pas, ces types-là ne représentent pas forcément tous les types dont on a besoin. Et donc les scalars, en fait, ce sont des types qu'on peut définir nous-mêmes. Donc dans l'idée, un scalar qu'on se retrouve à définir quasiment à chaque fois, c'est le scalar datetime, date, enfin vous l'appelez comme vous voulez, donc scalar suivi du nom du type que vous voulez définir. Et c'est là où ça prend sens. Created updated date, en soi, on aurait pu mettre que c'était des ints, si par exemple c'était des timestamps, on en parlait que c'était des strings, si c'était juste des chaînes dans lesquelles on mettait la date exportée au format ISO ou je ne sais quoi. Mais dans l'idée, plutôt que faire ça ou en fait en faire des types génériques, mieux vaut en fait en faire des scalars, ou en fait comme ça, c'est juste pour donner des noms. Oui, dans l'idée scalar, c'est vraiment pour créer en gros des types custom et peu importe le nom qu'on mettra, c'est juste pour expliciter qu'un type, c'est pas, un type est différent d'un instring ID boolean, ouais, ou un float. C'est vraiment juste, on définit des types qui permettent de nous dire que c'est bien plus explicite de dire que created date c'est un datetime plutôt de dire que c'est un int. Même si ça reste. C'est vraiment juste du typage. Ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment la partie bien typer son API dans l'idée. J'espère que ça a été clair et que ça répond à ta question. Mais voilà, ce qui fait que ça, il faut vraiment prendre en compte que quand on définit un scalar, ça ne va pas faire par magie. GraphQL, il va comprendre que datetime, c'est une date et qu'il pourra parser tout seul le truc, il pourra tout seul par magie interpréter. Non, c'est nous qui devrons faire le boulot de parser une date, de choisir la manière dont on la formate et dont on la renvoie. Mais en tout cas, on est sûr que ce sera bien typé et qu'il y aura bien écrit datetime et que l'utilisateur sera notifié en tout cas que ce sera une date. Maintenant, avec tout ça, donc tout ce que j'ai montré là, donc les scalars, les inputs, etc., tout ça, ça va permettre de définir toute la partie schéma de GraphQL, donc la représentation de notre API. Maintenant, c'est ce que je vous avais dit au début, c'est GraphQL, c'est un langage de requête pour API, c'est pas GraphQL qui fait de la magie, qui va aller requêter votre base de données, c'est toujours notre boulot. Mais pour cela, en fait, pour nous aider, GraphQL, il va falloir et pour que tout fonctionne bien, chez GraphQL, il va falloir qu'on définisse donc ce qu'on appelle des resolvers. Nos resolvers, c'est juste des fonctions en fait dans lesquelles que GraphQL va exécuter, dans lesquelles on va devoir nous retourner les données GraphQL demande. De manière extrêmement simple, un resolver, c'est juste ça. C'est juste bêtement une fonction. Donc dans l'idée, on pourrait imaginer que nous, on aurait une requête user sur notre API. Dès que GraphQL, lui, va voir qu'on reçoit une requête user, il va l'exécuter la fonction user associée.
qui nous permettrait dans notre cas d'aller chercher sur notre base de données, d'aller dans une table user, ici c'est du code bidon, et d'aller chercher l'utilisateur. Donc pour ce qui concerne les arguments, parent, je vais le passer parce qu'on y reviendra plus tard et c'est plus simple à comprendre quand on est en pratique que quand on est dans un exemple. Contexte, la même façon, pareil, quand on sera en pratique, ce sera plus simple à expliquer. Et pour ce qui est de args, ici c'est assez simple à comprendre puisqu'il s'agit en fait des arguments qu'on passe dans nos requêtes. Donc si je remonte chercher, voilà ici, une définition de type, on peut voir que dans la définition de notre schéma, petite clé data, create user input, donc name, email, password, bah ça c'est les arguments de notre requête. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouvera dans nos résolvers, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc on a un objet qui contiendra les arguments qu'on a passés à notre requête. Et derrière, on peut s'en servir pour aller filtrer, pour aller faire ce qu'on veut au final. Et enfin, dernier point avant de passer à la pratique, l'écosystème GraphQL, parce que c'est important de connaître quelques points. Le premier outil qui est à notre disposition dès qu'on va faire du GraphQL, c'est Graphiql. Donc, Graphiql, ça peut plus ou moins, enfin de manière extrêmement grossière, être assimilé à PHP ou autre outil d'administration, si ce n'est que ce n'est pas directement des bases de données, puisque Graphiql, lui, ça va servir, c'est une interface pour faire des requêtes facilement et surtout accéder à la documentation qui est automatiquement générée. Alors, 2 points dans cette phrase. Faire des requêtes facilement, donc Graphiql, je crois que je l'ai juste à côté, ici, voilà. On y reviendra plus tard, mais Graphiql, c'est ça, c'est cette interface-là. Donc, avec d'un côté, on va avoir une petite interface ici pour écrire une requête, et de l'autre côté, on pourra l'exécuter, avoir les réponses. Et donc, deuxième point, la documentation automatiquement générée, parce qu'en fait, il s'avère que comme on écrit des schémas GraphQL, donc en définition de type, que soit, on a donc les 3 types essentiels dont je vous ai parlé avant, donc mutation, query et subscription, mais aussi nos types nous-mêmes qu'on va définir, qui feront le schéma de notre API. En fait, à partir de ça, GraphQL, lui, sait exactement comment fonctionne notre API, il sait quelles requêtes on autorise à faire, quels paramètres nos requêtes elles attendent, et de ça, en fait, il peut nous générer la documentation. Et pour montrer un exemple, ça ressemble à quelque chose comme ça. J'y reviendrai un peu dans les détails un peu après, mais si on prend l'exemple typiquement de login, la fonction login, on peut voir que login, ici, si je clique dessus, il attend en argument une clé data. Cette data, c'est un input qui contient email, password. Il va nous renvoyer un type qui s'appelle authPayload, qui contiendra un token, un utilisateur. Je veux dire, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était purement automatique. Tout ça grâce à la manière dont fonctionne GraphQL avec les schémas, et il a tout seul généré la documentation. Et enfin, dernier point, les librairies de l'écosystème GraphQL, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut connaître, puisque en général, dès qu'on fait du GraphQL, on passera par une librairie, jamais on ira faire du GraphQL un peu nativement. Première librairie à connaître, c'est Apollo, puisque Apollo, c'est vraiment le plus gros acteur côté GraphQL, avec Apollo Server et Apollo Client. Donc, ils ont des librairies pour je ne sais combien de langages. Nous, dans notre cas, on fera du JavaScript, mais ils en font aussi pour pléthore de langages. Qui permettent, d'un côté, Apollo, ça nous permet de faire des serveurs GraphQL. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans notre cas, Next, React, et j'en passe. Et Apollo, c'est vraiment le plus gros acteur et c'est un peu incontournable en soi dès qu'on va faire du GraphQL. Deuxième librairie, c'est Prisma. Prisma qui est une librairie qui varie un peu puisque elle, son but, c'est de faciliter un peu la vie avec GraphQL, puisque GraphQL vous a dit qu'on allait devoir définir nous-mêmes, retourner les données, aller chercher les données dans la base de données. Prisma, pour eux, cette étape, c'est un peu embêtant, ce qui fait qu'ils ont du coup créé un système où en fait, on va définir un schéma de configuration. Et deux schémas de configuration, ils vont automatiquement générer l'étape dans votre base de données, de quoi faire des migrations sur votre base de données, votre schéma GraphQL et surtout un ORM sur lequel vous pourrez directement aller pour faire automatiquement vos requêtes base de données. Donc c'est vraiment un outil extrêmement complet autour de GraphQL et que personnellement j'affectionne beaucoup puisqu'il permet vraiment d'itérer et de faire vraiment des API GraphQL extrêmement rapidement. Et le dernier, c'est GraphQL Yoga. J'en ai jamais fait, mais je sais juste que c'est une librairie qui est assez redondante aussi dans l'écosystème. Donc, je le pose ici pour que vous l'ayez sous les yeux. Avec ça, c'est l'heure du code, c'est l'heure de la démonstration. Donc, comme Alphonse l'avait précisé un peu avant, on est un peu récrap niveau time, on a beaucoup de choses à montrer, mais pas forcément beaucoup de temps, parce que sinon on finirait très tard. Donc, ici, dans mon cas, je vais juste me contenter de faire de la review de code, de ce que j'ai pu faire. Et il s'avère que je vous filerai un peu, dès que j'aurai fini la présentation, je vous passerai le lien du repo dans le chat pour que vous puissiez avoir accès, vous puissiez revoir tout ça.
Alors, avant de plonger dans le code, on va un peu jouer avec GraphQL, donc l'interface qui me permet de faire des requêtes, et un peu voir à quoi ça ressemble. Alors, une requête GraphQL, si vous vous souvenez, ça ressemble à ça, des brackets, et ensuite on fait notre requête. Alors ici, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? On a une petite documentation qui est générée pour nous, c'est super, utilisons-la. Donc dans mes queries, donc on n'oublie pas query, le type query, c'est pour récupérer des données. Bah, je vois une query qui s'appelle article qui permet de récupérer des articles. Bon, bah, allons voir ce que ça donne. Article, on ouvre nos brackets, ID, ok, super. On a quoi d'autre? Un titre et un contenu. Exécute, paf, il me donne ce que je lui ai demandé. Donc on n'oublie pas, GraphQL, c'est vraiment, je lui demande une chose, il me donne exactement la bonne. J'ai demandé le champ ID Title Content, il m'a donné ID Title Content. Si je lui demandais par exemple le create date, il m'aurait donné le create date. Maintenant, c'est là où le GraphQL devient vraiment puissant, c'est dès qu'il faut les relations entrent en jeu, puisque tous les articles, ils ont chacun leur auteur, et chacun des auteurs, on va les récupérer leur ID, leur name. Je fais ma requête, et hop, pour chacun des articles, j'ai récupéré son auteur ainsi que son nom. Et tout ça, c'est de manière très simple. On récupère autant de données en une seule requête, et tout est bien défini, tout est clair et tout est explicite. Donc ça, avec ça, vous avez donc les queries. Maintenant, on va aller faire autre chose. On va aller créer un utilisateur. Donc pour créer un utilisateur, dès qu'on veut créer de la donnée, c'est plus une query, mais c'est une mutation. Alors si on regarde ici, dans les mutations, donc create user, bah, je vais écrire create user. Sauf que lui, vous voyez bien, il ne me le suggère pas. En fait, pour écrire les requêtes, les ID sont générés auto. Pas du tout. Les ID, c'est géré dans le set de données que j'ai côté back, que je vous montrerai juste après. Il faut vraiment penser que toutes les données, GraphQL, c'est vraiment lui, il expose vraiment cette un peu façade pour faire les requêtes, mais toutes les données derrière, elles existent, elles sont là. C'est pas autogénéré, il n'y a pas de génération quelconque. C'est vraiment nous qui retournons les données. Tout ce qu'il affiche est géré avec le bac de base que vous avez. Oui, c'est ça. De toute façon, là, d'ici peu, je vais passer dans le code, ce sera un peu plus compréhensible, je pense. Donc voilà, donc je disais create user, ici vous pouvez voir qu'il n'arrive pas à me le trouver dans votre fichier question, tout simplement parce que il s'avère que cette syntaxe, c'est la syntaxe pour faire des queries. Dès qu'on va faire une mutation, en fait, il faut qu'on mette le petit mot-clé mutation devant, et là tout de suite, il me trouve create user. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire des queries, on peut aussi mettre le mot-clé query devant, mais en fait, on a le choix soit on met query, soit on met rien du tout, et souvent par raccourci, on met rien du tout. Dans le cas, donc c'est mutation, create user, hop, user ID, je mets juste ça, et create user. Alors, si on regarde create user, on utilise la documentation qui est générée pour nous, hein. On ne va pas cracher dessus. Il a donc une clé data, hop, data, 2 points, et ensuite, name, email, password, name, hello, password, world, et email, hello.world@mail.com. On s'en fout de toute façon de ce que c'est. Spotify, hop, on lance, et voilà, comme ça on a un petit utilisateur qui est créé. Quelques points à noter avec cette syntaxe. Il s'avère que GraphQL est assez sympa, puisque niveau syntaxe, c'est assez libre. Ici, je pourrais me séparer des virgules, ça lui poserait aucun souci. Tant qu'on a, lui, ce qui lui importe, c'est vraiment, c'est qu'en gros, on a clé de points valeur et un espace pour et après un espace pour séparer. Juste avec ça, il est content, il n'y a pas besoin forcément de virgules. Personnellement, je préfère en mettre parce que je trouve ça plus clair en termes de lisibilité, mais c'est pas quelque chose dont vous êtes vraiment spécialement obligé de faire. Maintenant, dernier point, on a fait une query, une mutation, il nous reste donc les subscriptions. Alors hop, je vais juste on va en faire une nouvelle, hop, voilà ici. Donc de la même manière, donc on a pour faire une requête query, on fait les brackets ou alors on écrit query devant comme on veut, mutation, mutation, et donc subscription, subscription, hop, subscription. La seule qu'on a de disposition, si on regarde la documentation, c'est article created, donc dès qu'un article est créé, je vais récupérer le titre de l'article ainsi que le nom de son auteur. D'ailleurs, l'ID, on n'est pas obligé de le récupérer, à chaque fois je le récupère, mais plus par réflexe qu'autre chose. Et je lance. Et là, vous voyez que ça mouline. Donc dans l'idée, c'est ce que je vous ai dit, les subscriptions, c'est du temps réel, donc lui, maintenant, il attend qu'il y ait un événement avec un article qui est créé. Hop, je vais me rendre dans cette petite fenêtre déjà pré-remplie, une mutation pour créer un article. Je vais lancer, il va me créer un article. Donc là, il n'y a pas eu de mise à jour. Il n'y a pas eu de mise à jour parce que l'ID que j'ai créé, c'est le même pour des histoires de la manière dont fonctionnent les données, enfin bref. Mais il s'avère qu'en revanche, si on retourne dans la subscription, on peut voir qu'ici,
on a notre donnée qui est arrivée en temps réel. Donc un article qui a le titre Hello et son auteur, il s'appelle Daniel. Donc ici, si je change le titre et on va mettre, hop, on va changer de titre, je relance, hop, ici on peut voir que du coup, one second ago, on a un nouvel article qui est arrivé, salut Daniel, etc. Donc avec ça, ça vous fait vraiment un système de temps réel. Dans notre cas, c'est plus pour l'exemple que je vous montre parce que derrière, côté Linux, ce ne sera pas du tout exploité. Parce que c'est un peu compliqué à mettre en. Enfin, compliqué, non, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est pas forcément d'utilité. Mais je tenais en tout cas à vous montrer les subscriptions parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de une feature vraiment sympa dans GraphQL d'avoir du temps réel comme ça qui est inclus. Hop. Maintenant que je vous ai un peu montré comment on utilise le tout, rentrons maintenant dans l'envers du décor. Hop, je vais un peu tout. Paf, 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 voilà. Alors, pour le contexte, alors qu'est-ce que j'ai installé dans ce petit projet, dans ce petit projet Node.js en temps de dépendance? Je vous ai parlé tout à l'heure d'Apollo, donc j'ai pas fait exception à la règle, j'utilise Apollo Server. Apollo Server, dès qu'il faut l'installer, il faut l'installer avec le paquet GraphQL, parce que c'est une dépendance d'Apollo Server. On a ensuite .env, donc .env, qui est un petit paquet qui nous permet de faire des fichiers .env et de passer ça dans des variables d'environnement. Et enfin, un dernier JSON Web Token qui permet de faire des tokens JSON qui nous servira pour l'authentification. Alors, un serveur GraphQL, comment ça fonctionne sous le capot? Alors, dans l'idée, ça fonctionne comme ça. Je ne vais pas m'attarder sur tout, j'y reviendrai un peu au fur et à mesure parce qu'il y a quelques éléments que je vais expliquer plus tard. Mais dans l'idée, le premier truc, quand on veut créer un serveur GraphQL, on va require Apollo Server, on va aller prendre l'Apollo Server. De là, on va faire un nouveau Apollo Server et il attend, ça vous pouvez l'ignorer pour le moment, lui la seule chose qu'il attend, l'Apollo Server, ça va être un schéma. Et derrière, on peut pouvoir d'écouter sur le port 3000, etc. etc. Ça, c'est assez classique de création de serveur. Nous, ce qui nous apporte vraiment, c'est le schéma. Qu'est-ce que c'est que ce fameux schéma? Donc, si on regarde d'où ça vient, donc ça vient de mon gros dossier GraphQL. Et il s'avère que le schéma, alors c'est un truc, on doit utiliser une fonction qui s'appelle make executable schema qui vient d'Apollo Server, mais le schéma, en tout cas, est composé de deux choses que sont typedef et resolver. Donc là, on revient sur ce que vous connaissez, sur ce que je vous ai parlé d'avant. Les typedef, donc ce sont nos définitions de type GraphQL. Donc, quand on va définir le type query, le type mutation, nos types à nous aussi, nos propres types, donc un type user, un type article, et les resolvers, donc la partie qui fait le lien entre nos données et GraphQL. Pour ce qui est des données, il s'avère que je ne suis pas allé faire créer une base de données, je ne me suis pas cassé la tête à aller aussi complexe. J'ai créé ici vous avez un dossier data dans lequel j'ai vraiment juste bêtement créé un tableau avec des objets de données. Je ne suis pas allé plus loin que ça, ce qui permet de faire un peu plus simple pour l'exemple en tout cas. Mais dans l'idée, ça pourrait fonctionner avec une base de données, avec tout ce que vous voulez. Alors, commençons par un premier truc. Donc, on revient à notre schéma. Mon premier truc auquel on va s'intéresser, c'est avec ses définitions de type. Alors, si on monte dedans, on peut voir qu'on en a plein. Donc, c'est un gros tableau qui contient plein de choses. Le premier qu'on va aller regarder, je pense, ça va être query, qui sera le plus simple. Donc, si on revient sur Graphical, on se souvient, dans notre documentation, nos queries, on avait 3 queries, donc qui sont mi-articles et articles. Et si on regarde une typedef, donc une définition de type, c'est tout bête, c'est littéralement ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire le type query et mi qui correspond donc à un user, article qui correspond à une liste d'articles, article, un seul article avec une condition pour filtrer les articles qui renverra un seul article. Donc, ça c'est vraiment donc une définition de type, c'est vraiment aussi basique que ça. Si ce n'est qu'en fait, il s'avère que moi, la manière dont je le fais, en fait, c'est que j'ai vraiment une manière de vraiment tout séparer dans des fichiers, parce qu'en termes d'organisation, moi je considère que c'est plus pratique de tout séparer dans des fichiers pour vraiment séparer tous ces types. Dans l'idée, il s'avère que si ici je commençais à tout créer à la suite, donc un type user ici que je commençais à le définir et que je faisais tout en spaghetti, ce ne serait pas un souci et ça fonctionnerait très bien. À noter aussi, autre peut-être particularité que vous n'avez peut-être jamais vue, sachez que ça, c'est une exécution de fonction valide. Ça, c'est une feature qui vient avec l'ES je ne sais plus combien, je ne sais plus si c'est le 6 ou c'est au-dessus. Mais dans l'idée, ça, c'est une exécution de fonction valide qui fonctionne du coup avec les backquotes et qui permet de passer directement des strings en argument et qui est en l'occurrence utilisée dans ce cas-là. Et j'ai enfin la fonction GQL qu'on utilisait depuis Apollo Server, c'est une fonction qui permet, elle, d'extraire les informations depuis les schémas qu'on veut lui passer, de savoir que c'est le type query, que ce type query, il y a le type user, etc. etc. Donc maintenant, remontons un peu tout. On a notre type user, on a un fichier user.js, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a dedans. Donc on peut voir que ici, on a un type user, donc c'est vraiment au final vraiment une structure de données très classique.
ID, int, name, email, article, etc., etc. On a au-dessus donc les inputs. Les inputs, ce sont les arguments qu'on passe à nos requêtes. Donc on a défini pour créer un utilisateur, on aura besoin d'un nom, un email, un password. Pour se login, on aura besoin d'un email, un password. Et pour filtrer un utilisateur, c'est soit on peut le faire avec un ID, soit avec un email. Donc j'ai mis les deux. Et enfin, un dernier truc, un type auth payload ici qui fait référence à l'authentification avec GraphQL, mais ça, j'y reviendrai un peu après. Et puis de la même façon, on peut remonter comme ça et voir comment fonctionne le schéma. Donc les articles, le fichier article, c'est parti. Le type article, les inputs qui lui sont relatives. Je vous avais parlé du coup les scalars un peu plus tôt. Donc les scalars, c'est type personnalisé, donc datetime. J'ai un petit fichier scalar avec ici où j'ai défini mon scalar datetime. Et etc. Donc tous mes fichiers, mes mutations, elles sont définies dans le fichier mutation et mes subscriptions dans le fichier subscription. Et tout ça, ce qui se passe, c'est qu'après, donc si on revient à mon index.js, je mets tout ça dans un tableau. Donc tous ces petits schémas qui sont tout fragmentés, je les mets dans un tableau. Et tout ce tableau, il est importé dans TypeDef. Et après, donc dans la fonction executable schema, lui, Apollo, ce qu'il va se faire, c'est qu'il va tout prendre tous ces petits types qui sont tout split à droite à gauche. Il va les rassembler en un seul et il va vérifier que tout fonctionne bien, qu'on n'a pas oublié de type, qu'on n'a pas fait de faute. Et il se charge de faire nos définitions de type. Et c'est aussi du coup de cette manière-là qu'est générée notre documentation avec nos queries, nos mutations, nos subscriptions, et de la manière dont on comprend GraphQL, la manière dont est structuré notre API. Maintenant, une fois qu'on a défini tous nos schémas d'API, on a donc les resolvers, donc les fameux resolvers, donc ce qui nous permet de faire le lien avec nos données. Alors, les resolvers, si on en regarde un en particulier, je vais prendre la query qui est le plus basique. Si on regarde typiquement les articles, il s'avère que le resolver, c'est tout bête. D'ailleurs, ici, ça j'aurais pu passer en hop. Typiquement, si on regarde juste la query article, donc si on regarde ici l'article est censé ressembler à une liste d'articles, je fais juste bêtement, je return mes articles. C'est vraiment aussi bête que ça. Alors, si on se souvient bien, ici, on peut prendre trois arguments lorsqu'on a donc une requête, un resolver. On a parent, args, le contexte. Alors, il est un peu temps de vous parler, en tout cas, d'args. Enfin, args, je vous avais déjà expliqué. Donc, args, dans le cas d'article, si on regarde la documentation d'article, en fait, il ne prend pas d'argument. Donc, on peut s'en passer. Et le contexte, pour en parler, alors le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un argument qui sera passé dans tous vos resolvers. Donc ici, on peut voir le contexte, ici, ici. Ça fait partie du contexte. Et ce contexte, en fait, on le définit donc dans cette petite clé contexte ici quand on va dans la définition de notre serveur Apollo. En gros, le contexte, c'est juste un objet, ici qu'on return, qui sera passé à tous nos resolvers et qui nous permet en fait d'avoir des variables qu'on récupère dans tous nos resolvers. Et c'est de là, et qu'est-ce qu'on lui passe nous actuellement, j'y reviendrai d'ici peu de temps. Mais dans le cas, en fait, il s'avère que ça, on n'en a pas besoin dans le cas d'article parce que la seule chose qu'on fait, c'est return les articles. D'ailleurs, j'aurais même pu écrire ça comme ça, hop, ça aurait été plus concis. Et voilà, ça fait que juste avec ça, et typiquement, si on regarde article, donc article qui prend lui comme argument un where qui lui, en fait, c'est un ID tout simplement. On peut voir que du coup, dans notre args, on a donc where, et ici, après, ça, c'est juste du JavaScript, donc j'utilise la fonction find sur mon tableau d'article et je vais dire dès que l'ID de l'article correspond à l'ID dans where, tu me returnes l'article. C'est aussi simple que ça. Et du coup, de la même façon, on a nos mutations qui sont définies comme ça, ou ici c'est un peu plus verbeux, mais typiquement ici pour la création d'utilisateur, où je vais récupérer les données qui me seront passées en argument dans ma requête. Je vais créer mon petit objet utilisateur, je l'ajoute à mes utilisateurs, et après, je vais retourner mon utilisateur. Cette partie-là, c'est l'authentification, on y vient juste après. Et de la même façon, après, j'ai toutes mes requêtes qui sont définies, ma requête pour s'authentifier, où ici on vérifie juste bêtement sur un utilisateur qui a l'email et le password correspondant, pour créer un article, update un article, etc., etc. Dans ces fonctions ici, dans ces fonctions, moi, ce que je fais, c'est vraiment j'ai utilisé des bêtes variables JavaScript que j'importe depuis un fichier, mais évidemment que c'est dans ces fonctions que si vous avez besoin de vous connecter à une base de données, c'est ici que vous le feriez. Vous vous connectez à la base de données, vous allez requêter vos utilisateurs, etc., etc. Maintenant, on va s'attarder un peu rapidement, on va s'attarder un peu sur le cas de la subscription parce que c'est un peu particulier. Si on regarde le resolver de la subscription, on a bien article created, donc ça, si on regarde, ça match jusque-là, c'est comme ce qu'on a vu avant. La clé est définie notre petit objet. Et en fait, derrière, on a une clé subscribe dedans, qui prend ici nos trois arguments, donc c'est toujours les mêmes. Parent,
et les arguments, mais qui prend, ici on return un pub sub async iterator article created. Alors, juste, j'ai déjà réglé, article created c'est tout bête, c'est juste une constante, c'est une string, c'est juste défini dans un fichier à part pour éviter, pour pouvoir l'importer un peu partout et qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou quoi que ce soit. Donc dans l'idée, alias created, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'un pub sub? Alors si certains ont déjà utilisé Redis, peut-être, vous sauriez ce que c'est, puisque Redis en soi c'est à base de PubSub. Donc PubSub c'est le raccourci en fait pour Publish Subscribe. Donc le principe du Publish Subscribe, donc du PubSub, abrégé PubSub, c'est que c'est un système qui nous expose deux fonctions que sont Subscribe et Publish, qui en gros fonctionnent comme un petit système d'événements. Dans l'idée, on va subscribe à des événements, et dès qu'on va publish sur l'événement, toutes les fonctions qui ont subscribe ça va leur permettre d'exécuter un callback. En soi, c'est exactement comme du JavaScript, c'est-à-dire quand on fait un add event listener sur un clic, techniquement en fond, c'est ce qui se passe. Lorsque on va cliquer sur un élément sur lequel on aura fait un add event listener, c'est l'équivalent de faire un publish d'un événement click, et dès qu'on a subscribe sur l'événement click, on aura notre petit callback qui sera exécuté. Voilà, c'est exactement pareil. Et donc ce système, en fait, c'est un système qui est déjà inclus dans Apollo Server, on a juste à l'importer. Et ici, c'est là où justement le contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure est assez fort, puisque dans notre contexte, je vais passer le PubSub, et ce qui fait que juste en passant le contexte, je suis capable en fait de récupérer mon système de PubSub, mon petit système d'événements interne, dans n'importe quel de mes, hop, pas ici, dans n'importe quel de mes resolvers, là où j'en ai besoin. Donc ici, si typiquement dans Create User, un jour je souhaitais faire une subscription sur mes users, j'aurais juste à prendre mon contexte, je prends mon petit PubSub, et j'aurais plus qu'à l'appeler ici pour faire ma manipulation et pour émettre un petit événement qu'un utilisateur a créé. Pour de la syntaxe, si on regarde ici, ça ressemble à ça. Donc dans l'idée PubSub, on a une fonction publish. Donc on va dire, tu vas me publier sur l'événement article created. Et tu vas me publier donc un objet qui contient article created. Ici, cet objet, c'est pas au hasard, il s'avère que c'est la syntaxe qu'on est censé faire. Donc article created correspondant au nom de la clé, article created. Et du coup, la donnée qu'on lui souhaite faire passer. Et ce qui se passe, donc cette donnée, quand on va faire le publish, ça va être récupéré ici dans la subscription par ce petit gars-là, qui lui s'est abonné à ce système d'événements. Et c'est comme ça qu'on fonctionne une subscription en interne. C'est dès qu'on crée la donnée, on lui fait un publish, et la subscription, elle récupère, et pouf, côté front, peu importe là où on a subscribe, on récupère notre donnée. Maintenant, il me reste deux choses à vous expliquer, que sont cet argument ici, qui est le parent. Alors si on regarde, qui est le parent, hop, qui n'a jamais été jusque-là, mais qui pourtant est très utile, et l'authentification. Alors pour cet argument, il s'avère qu'il est défini en fait dans le résolveur de user et article. Hop, où j'extrais des données. Alors comment parce que je me perds. Je reprends. Donc dans l'idée, si on regarde en fait les types article et plutôt les schémas, je vais vous montrer les schémas. Voilà. User article, ils ont deux choses en commun. Ils font appel en fait à des dépendances, à des champs qui dépendent d'un autre type. Donc ici, on peut voir qu'article, c'est une liste d'articles. Et si on regarde article, lui, il fait appel à un author qui est un utilisateur. Parce que ce qui se passe, en fait, si on regarde mes queries, typiquement, article, moi, ce que je fais, c'est que je return un tableau d'articles. À aucun moment, si on regarde mes articles, la seule clé qu'on a, c'est author ID, mais à aucun moment, il y a un author qui correspond avec l'auteur, etc. Pourtant, lorsque j'avais fait market ici, on pouvait bien voir que lorsque je demandais un article, j'étais capable de récupérer son auteur. Et c'est là où intervient un système que je vais qualifier entre guillemets de sous-requête. De sous-requête, où dans l'idée, dès qu'on va avoir un type, dès qu'on va avoir un type qui dépend d'un autre et qu'on lui returne pas, GraphQL il va lancer une sous-requête. Alors dans l'idée, si on revient sur query, hop, non pas celui-ci, celui-ci. Lorsqu'on va ici à articles, on va faire appel à articles. Donc si on écrit la query articles, hop, au sort, et j'ai récupéré le nom. Hop, voilà. Donc là, lorsque j'ai fait appel à articles, il a donc exécuté ce resolver là, et il voit que du coup, je lui ai envoyé un tableau d'articles.
Sauf que quand je lui ai envoyé mon tableau d'articles, il s'est rendu compte, mes articles, il n'y a pas d'auteur. Donc comment je fais? En fait, en définissant à ce niveau-là, dans cet article, moi j'ai défini en fait une sous-requête pour l'auteur. Donc on peut voir au sort, c'est le même nom. Donc ce que va faire GraphQL, il va voir que dans mon tableau de données, j'avais pas d'auteur, donc il se dit bon bah c'est parti, je vais exécuter j'ai une sous-requête auteur qui est à ma disposition, donc je vais l'exécuter. Avec cette sous-requête-là, c'est à ce moment-là que le fameux premier argument parent dont je vous ai parlé, il prend tout son sens. Donc dans l'idée, hop, je vais faire un console.log et ça, je vais faire un return de nul. Dans l'idée, parent va contenir les informations de la requête qui fait appel à lui. Donc je vais exécuter la requête et ce sera bien plus simple. Hop. Log, en fait, si on regarde ici, ID1, title, c'est des articles. Et il s'avère que c'est exactement, les informations en fait du parent, comme ils appellent ça, comme on appelle ça communément, de la requête. Puisque dans l'idée ici, c'était des articles, chaque article il a son ID, son name, etc. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on lui passe que dans cette requête, j'ai beaucoup de fichiers. Dans cette requête article, quand il va exécuter sa sous-requête, en fait, il va nous passer des informations et nous, on va pouvoir les récupérer. Et donc là, vous pouvez voir, c'est exactement les informations que moi j'avais passées dans mes données, donc mon ID, mon titre, mon content, mon author ID, created date, updated date, etc. Et ce pour chacune de mes requêtes. Ce qui fait qu'en fait, dès que j'arrive dans cette petite sous-requête au sort, en fait, j'ai les informations de mon article en cours. Et ce qui fait que moi, en fait, à partir de ça, vu que chaque article, il a une petite clé author ID, et je pense que ce sera plus clair si je fais ça d'ailleurs, paf. Voilà. Vu que chacun de mes articles, ils ont une petite author ID, et qu'ici, j'ai les informations sur mes articles, j'ai plus qu'à utiliser ça au final pour prendre mes utilisateurs et trouver l'utilisateur auquel correspond l'auteur de l'article. Et ce qui fait que du coup, l'envers du décor, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a un type tel user qui contient un type qui lui est externe, ou article dans notre cas, dans l'exemple que je vous ai montré, en fait, il y a des sous-requêtes qui sont définies, avec dans le cas d'article author et dans le cas de user, les articles, pour trouver à chaque fois, pour vraiment faire le lien entre ces données qui sont liées. Alors ça fait un peu des nœuds au début, il faut vraiment réussir un peu à vraiment prendre toutes les pièces et les mettre ensemble, mais une fois vraiment qu'on a compris le système, c'est très limpide et clair. Mais dans l'idée, c'est vraiment bien plus simple avec GraphQL de pratiquer pour comprendre. Et noter d'ailleurs comment tout ça s'est construit. Comment tout ça s'est construit au final, le résolver. C'est que là où dans les schémas, on avait juste un tableau et il compilait tout, dans nos résolvers, c'est mon index qui est là, hop, hop, et je vais virer ça. C'est un tableau. Un tableau qui définit donc query, mutation, subscription, donc nos fameux types essentiels, nos fameux types racines, comme on peut appeler ça dans GraphQL, et les types articles et les users. Donc à noter que les noms ne sont pas choisis au hasard, hein. Les noms sont exactement les mêmes que nos définitions de type, qui eux contiennent les fameuses sous-requêtes, donc avec author et les articles pour user. Enfin, dernier point que je dois aborder avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait de l'authentification avec GraphQL. Puisqu'on n'est pas comme dans un petit serveur, enfin comme avec du PHP où on a des systèmes de session, etc. Dès qu'on traite avec une API, que ce soit REST ou GraphQL, on va fonctionner avec un système de token. Il s'avère que vous l'avez peut-être remarqué, enfin vous l'avez sans doute remarqué, mais lorsque j'explore un peu de documentation, la fonction login, elle n'envoie pas un utilisateur, mais un autre payload qui est constitué d'un token et d'un utilisateur. Et tous les systèmes d'authentification modernes, que ce soit sur Facebook, Twitter et autres, dans tous les cas, ça fonctionne comme ça fonctionne avec un système de token. Donc, comment ça fonctionne? Donc, dans l'idée, si on va regarder à la base, donc dans notre résolver login qui se trouve dans nos mutations, hop, voilà. Dans notre petit login, donc cette fonction ici au début, c'est juste on trouve un utilisateur, est-ce qu'il est dans notre mini base de données ou pas? S'il n'est pas, on va envoyer une erreur. À noter ici que, petite aparté, je n'envoie pas une erreur classique, je ne fais pas new error, je fais bien Apollo error. Il y a une petite nuance puisque cette Apollo error, comme son nom l'indique, ça vient d'Apollo.
Et il s'avère que dans le cas d'Apollo, ça ne changera pas grand-chose d'utiliser une erreur ou une Apollo erreur, ce sera interprété pareil. Mais dès qu'on utilise en fait des librairies tierces, potentiellement, en fonction du type d'erreur qu'on renvoie, ça peut être interprété différemment. Et en général, dès qu'on y a une resolver, mieux vaut utiliser des Apollo errors parce qu'en termes des fois de formatage d'erreur, ça peut être bien mieux qu'une simple erreur JavaScript. Et en général, c'est vraiment une convention, c'est dès qu'on est dans Resolver avec Apollo Server, on utilise l'erreur qui nous est mise à disposition. Et ensuite, pour ceux qui n'ont jamais travaillé en tout cas avec un système de token, comment ça fonctionne? J'ai la fameuse librairie JSON Web Token que j'ai importée ici, donc qui utilise en fait JSON Web Token qui permet d'utiliser un système qui s'appelle les JWT, c'est-à-dire que le site de référence s'appelle jwt.io. Donc il vous dit c'est machin, open, industrie standard, enfin voilà quoi, qui permettent en fait d'avoir voilà. Donc le but en fait c'est de travailler avec ce genre de chaîne de caractères, c'est un token, c'est ça. Et tout le principe en fait c'est que derrière, dans notre token, on place des informations qui vont nous permettre d'identifier l'utilisateur en cours et on va encoder le tout avec un secret pour éviter que n'importe qui puisse faire n'importe quoi avec les tokens. Donc c'est là que le fameux, tout au début vous avez parlé donc de .end avec un secret, c'est là que ça prend son sens, puisque dans JSON de token, il y a une fonction qui s'appelle sign, qui nous permet de créer des tokens. Et cette fonction prend deux paramètres. La première, les informations qu'on souhaite passer à notre token. Moi, dans notre cas, on va passer l'ID de l'utilisateur. Et la deuxième, c'est le secret, donc c'est la petite chaîne, quel secret on va utiliser pour encoder, pour créer notre JWT. Dans mon cas, je vous l'accorde, c'est le pire secret ever, mais c'est du local et c'est pour tester. Mais ce qui fait que juste avec ça, du coup, on crée un token. Ce qui fait donc, dès qu'on va se login, graphical, hop, login, hop, cette fois-ci, on va récupérer le token. Et je vais rentrer un truc valide, c'est-à-dire Daniel, il y a un D majuscule, je crois. Password, ça va être Daniel aussi, mais en minuscule. Non, je vais laisser l'email. Daniel@mail.com. Voilà. Hop, dès qu'on va du coup se login, on obtiendra cette grosse chaîne de caractères qui contiendra comme information l'ID de notre utilisateur et qui aura été encodée avec notre secret. Maintenant, pour l'utiliser, comment on fait? Si on regarde en fait dans notre index, dans notre contexte, c'est un petit bout de code que vous avez sous les yeux depuis longtemps, mais que vous ne savez pas trop à quoi ça sert. On a un middleware qui lui s'occupe de l'authentification. Et pour ça, il utilise un header qui s'appelle authorization. Donc ici, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, il s'avère que ça, c'est des standards. Ça utilise le standard l'authentification bearer. Hop. Voilà, le Bureau Authentication, qui est un standard de l'authentification qui est défini par une RFC, enfin tout ça. Où là, grâce à Graphical, on peut le faire simplement. On utilise le header, paf, et qui se définit de la manière là, donc bearer, hop, et on lui passe le token. Donc dans l'idée, dès que notre requête HTTP va être faite vers notre serveur GraphQL, il se baladera du coup avec ce petit header d'autorisation qui contiendra notre token qui nous permettra de décoder les informations. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous permet de faire maintenant qu'on a passé notre token? Si on regarde et qu'on crée un nouvel onglet, et où je vais enlever ça, là depuis le début, il y a une petite query me qui traîne. C'est-à-dire que la query me, une espèce de standard qui se fait en GraphQL, c'est la query pour dire pour récupérer l'utilisateur courant, l'utilisateur qui est login. Si j'exécute, j'ai l'air fin parce que mon utilisateur il n'est pas authentifié, puisque le principe de cette query, vu que c'est de récupérer l'utilisateur courant, le but c'est de savoir quel est l'utilisateur. Sauf que si on regarde la manière dont est faite cette query, il s'avère qu'elle récupère l'utilisateur qui est dans le contexte, elle le return. Et cet utilisateur, si on remonte à la source, je le récupère d'une fonction qui s'appelle authMiddleware. Et authMiddleware, qu'est-ce que fait cette fonction? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher notre token donc dans l'autorization. Donc elle va aller prendre cette chaîne de caractères juste là. Elle va donc split, elle va récupérer le token. Elle va utiliser une fonction qui s'appelle verify, qui vient de JSON Web Token, pour vérifier si notre token est valide. Elle vérifie donc si le token est valide en utilisant le secret. S'il est nul, ça veut dire qu'il n'était pas bon, donc on return.
Et vu que dans ce token, on avait stocké donc l'ID de l'utilisateur, on récupère l'utilisateur courant et on le return. Ce qui fait que là, de la même façon, dans notre contexte, dans tous les resolvers, on a aussi l'utilisateur courant, s'il est login en tout cas, si il est login et donc s'il a le petit header d'autorisation qui se balade, on récupérera toujours notre utilisateur courant. Mais ce qui fait qu'en tout cas, c'est grâce à ça que ça nous permet, maintenant que je fais cette requête, de savoir que mon utilisateur en cours, c'est Daniel. Hop, j'avais mis 2 champs. Et de là, savoir aussi typiquement que les articles écrits Daniel, title, etc., de connaître les articles qu'il a écrits. Et c'est de cette manière qu'on fait l'authentification, que ce soit avec du REST, mais ça fonctionne aussi pareil avec du GraphQL. Et enfin, pour terminer, à noter la petite subtilité ici, entre rec et connection. Il s'avère que dans le contexte, en fait, qu'il y a une fonction, on récupère la request, ici c'est la requête HTTP. Et connection, en fait, c'est ce qu'on récupère dans le cadre d'une subscription, puisqu'il s'avère que c'est pas une requête HTTP, vu que c'est du WebSocket sur lequel ça tourne les subscriptions. Et donc, on est obligé de faire une petite condition pour dire si le connection est défini, je vais récupérer le header depuis le contexte de la connection, et sinon, si c'est une mutation ou une query, depuis les headers de ma requête HTTP. Voilà, avec tout ça, vous avez eu une bonne overview de qu'est-ce que GraphQL, de comment ça fonctionne, du type, de la définition de type des resolvers. Et j'espère en tout cas vous avoir fait un peu découvrir l'environnement GraphQL. Je vais, dans 2 petites secondes, vous passer le lien du repo avec le code complet pour que vous puissiez explorer. Et je vous invite vraiment à prendre le code en local et un peu jouer avec, pour vraiment un peu découvrir par vous-même et un peu explorer, parce que ce sera toujours bien plus explicite et compréhensif que de le voir comme ça à distance. Je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Alphonse. Yes, merci. On va faire une petite pause de 4-5 minutes. Pendant les 30 ou 45 minutes qui nous restent, je vais voir ce que j'arrive à vous faire dans le temps qui nous reste, et puis on dépassera peut-être un poil si vous voulez rester un petit peu. On va parler de Nuxt. Et qu'est-ce que c'est Nuxt? C'est un framework de développement qui est basé sur Vue. Alors j'ai mis développement front parce que c'est principalement pour ça qu'on va l'utiliser. Dans les faits, on peut faire un petit peu de code serveur avec, mais ça va surtout être un framework de développement front, donc qui est basé sur Vue. Et Vue, si vous ne connaissez pas, c'est une librairie ou un framework en fonction de comment on l'utilise en JavaScript qui nous permet de développer des applications assez facilement avec tout un système de templates et de scripts avec des fonctions un peu particulières qui sont assez pratiques pour faire des applications réactives. Donc, si vous connaissez React, par exemple, Vue, c'est une alternative. Et donc, pourquoi est-ce que ça existe, Nuxt? C'est pour faire des sites internet principalement. Parce que si vous avez juste Vue, en fait, c'est surtout ça va surtout être utile pour faire des applications qui sont toutes simples et on n'a pas forcément toutes les contraintes de SEO, je sais pas, d'analytics, Google Tag, tout ça. En fait, il y a plein de choses pour faire un site internet complet dont on a besoin. Et Nuxt, ça va nous faciliter la tâche parce que ça va nous offrir plein de possibilités et plein de petites choses qui sont intégrées à Nuxt qui nous permettent de faire des sites internet complets facilement. Et du coup, avec une expérience de développement cool où on va pas juste avoir besoin de faire juste du HTML basique et rajouter un fichier CSS et un fichier JS. On a vraiment toute une expérience de développeur qui est vraiment cool et du coup qui est basée sur Vue. Donc si vous aimez Vue, c'est fait pour vous. Et du coup, là j'ai écrit pour du server-side rendering ou de la static site generation, donc SSR et SSG. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas Nuxt permet de faire les deux. Alors qu'est-ce que c'est si vous n'en avez jamais entendu parler? Le server-side rendering, ça va tout simplement être le fait qu'on va héberger notre site Nuxt sur un serveur. Donc il vous faut un serveur Node.js. On va l'héberger sur un serveur et en fait c'est le serveur qui va faire tout le travail de rendu. Quand vous avez un utilisateur qui va arriver sur votre site et qui va vouloir afficher une page, en fait il va envoyer une requête au serveur. C'est le serveur qui va travailler, qui va
exécuter toute votre application Vue et qui va renvoyer ensuite le résultat. Donc, en fait, le server-side rendering, c'est une pratique qui est assez classique, hein. Quand vous avez un site en PHP, bah, c'est du server-side rendering aussi. Ça s'oppose un peu au SSG, donc Static Site Generation. Donc, un site statique, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va mettre sur un serveur, c'est seulement des fichiers complètement statiques, c'est seulement du HTML. Donc, en fait, on va générer ces fichiers à chaque fois qu'on effectue une modification sur le site. On va tout simplement prendre notre application Vue, générer tous nos fichiers et envoyer nos fichiers sur le serveur. Et du coup, quand un utilisateur arrive sur votre site euh, et, euh, demande d'avoir une page, bah, il va demander au serveur, le serveur va lui renvoyer instantanément le fichier HTML. Il ne va pas du tout calculer pour faire le rendu, etc. Ce qui fait que l'avantage des sites statiques, c'est qu'ils sont extrêmement, extrêmement rapides, puisque bah, on fait que afficher des fichiers en fait. Et donc, bah, chacun a ses avantages, ses inconvénients, hein. Quand vous avez besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec l'utilisateur, beaucoup de changements de données, on va être plutôt sur du server-side rendering. Et quand vous avez des sites plutôt statiques ou des blogs, ce genre de choses, bah, dans ce cas-là, le site statique est extrêmement intéressant parce que vous pouvez avoir des sites bah, super, super rapides. Et donc, avec une petite contrepartie qui est qu'en général, bah, il va falloir attendre un petit peu de temps pour que le site soit créé. Mais une fois qu'il est créé, une fois qu'il est en ligne, eh ben, ça va être extrêmement rapide. Et donc, si vous avez des projets IT de création de sites ou ce genre de choses, quand vous avez des sites statiques, bah, des sites vitrines ou ce genre de choses, le site statique, c'est extrêmement pratique. Et donc, Nuxt permet de faire ça très, très facilement. Donc, comment ça marche? Eh ben, moi, j'ai pas toute une présentation comme Jules. On va directement passer sur VS Code pour que je vous explique un peu tout ça. Alors, hop là. Non, c'était bien ça. Hop, et voilà. J'espère que vous pouvez voir nickel et que c'est pas trop petit. Donc ça, en fait, c'est une architecture d'un projet Nuxt. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui ai créé mon dossier vide et qui est allé rajouter tout ça, tous mes dossiers là. En fait, si vous êtes intéressé un peu à la documentation de Nuxt, vous allez avoir une petite page Get Started qui va vous expliquer. Il y a des lignes de commandes. Ils ont fait des command line avec yarn, avec npm, avec npx, pour que en une seule commande, en fait, vous puissiez créer votre projet et arriver à cette structure-là. Donc, ça va vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des outils de développement, vous pouvez choisir si vous voulez justement un Nuxt pour le serveur ou un Nuxt pour un site statique. Plusieurs options et à la fin, vous allez avoir ça. Et donc, on va s'attarder un peu à tout ce qui compose une architecture d'un Nuxt. Donc, bah, on commence par un dossier assets assez basique finalement, où vous allez vous allez mettre bah, vos images, vos fonts, etc. Et en fait, du coup, quand vous serez dans vos composants Vue.js, vous allez pouvoir importer ces assets. Et ensuite, bah, Nuxt va s'occuper d'optimiser tout ça en fait sous le capot. C'est pas juste un dossier assets qui sera accessible partout, c'est pendant le développement, vous allez pouvoir importer vos assets depuis ce dossier et Nuxt s'occupe de l'optimisation. Un dossier components, bah, parce qu'on travaille avec Vue, donc on va avoir des components. C'est assez sympa. Donc là, on a un logo.vue qui est là dès le début fourni par Nuxt. Peut-être on peut le supprimer tout de suite. Hop là. On n'en aura pas besoin. Layout, c'est intéressant. En fait, c'est un peu des composants Vue, mais un peu globaux. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir. Et vous voyez que dans notre layout, on a notre template Vue et on a notre Nuxt. Et Nuxt, en fait, c'est le composant qui est en fait notre page. Et layout, ça va nous permettre en fait de créer des structures de pages un peu génériques. Si par exemple, l'exemple classique, c'est un header et un footer. Un header et un footer, ça va être en général sur toutes vos pages.
Et donc, plutôt que réimporter votre composant header et votre composant footer sur tous vos fichiers de page que vous allez avoir, et ben, vous allez pouvoir créer un layout et importer une fois votre header et votre footer. Et comme ça, vous allez l'avoir fixé. Donc, c'est assez pratique. Et on verra d'autres petites utilités des layouts après. Ça va être sympa. Ici, un dossier middleware. Donc, middleware, vous avez vu que Jules en a utilisé un tout à l'heure. Mais en général, un middleware, c'est un bout de code, une fonction que vous allez exécuter un peu entre une action initiale et un résultat final. Donc, c'est un truc que vous allez exécuter entre les deux. En général, sur Nuxt, on s'en sert pour exécuter un bout de code avant le chargement d'une page. Et l'exemple typique, on verra si on a le temps de le faire tout à l'heure, mais c'est quand vous avez une page qui doit être accessible seulement après une connexion, et ben, vous allez pouvoir utiliser un middleware d'authentification. Au moment où vous allez aller sur une page sécurisée, le middleware d'authentification va se lancer, va vérifier que la personne est connectée. Si c'est bon, ça va laisser passer. Si c'est pas bon, en général, ça va rediriger sur une page de login ou faire une erreur ou ce genre de choses. Node modules, bon, ça on va pas en parler. Page, ça c'est un dossier super intéressant et c'est là où vous allez passer la plupart de votre temps si vous développez sur Nuxt. En fait, ce qui est cool avec ce dossier Pages ou Page, c'est que tous les fichiers que vous allez créer, il va y avoir une route spécifique qui va être créée sur votre site. Donc là, on a la page index qui est la de base, qui va rediriger, qui est accessible à l'origine de votre site. Et si je crée un fichier about.view, si je vais sur mon slash about, j'aurai ma page about qui va s'afficher. En fait, vous n'allez pas vous embêter avec un fichier de routeur, etc., où vous devez indiquer, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Vue comme ça, mais en général, sur des petites applications Vue, quand on veut faire du routing, on dit, OK, sur cette route-là, on veut afficher ce composant-là, etc., etc. Là, en fait, dans votre dossier page, vous avez juste à créer vos fichiers et la route est automatiquement créée. Et puis, on verra comment ça se passe pour tout ce qui est route dynamique, etc. Plugin, alors c'est pas comme des plugins WordPress ou ce genre de choses, faut faire attention. Plugin, là, ça va plus être par rapport au plugin Vue, où Vue, en fait, il y a plein de petits, il y a plein de plugins en fait. Il y a tout un écosystème. Des plugins en général, c'est souvent des composants en fait qui ont été développés par des gens et que vous allez pouvoir rajouter sur votre Vue pour les utiliser. On verra pareil si on a le temps de le faire tout à l'heure. Et du coup, en fait, pour pouvoir les utiliser avec Nuxt, vous allez devoir créer un fichier ici dans ce dossier plugin qui va tout simplement ajouter vos plugins Vue. Et c'est aussi intéressant, les plugins sur Nuxt, en fait, c'est globalement toute fonction qui va s'exécuter au moment où Vue s'instancie. Donc, quand vous arrivez pour la première fois sur un site ou quand vous faites un hard refresh, l'instance de Vue redémarre, Vue se réinstancie en gros, et les plugins que vous avez définis vont se lancer. Donc, si vous avez besoin d'exécuter un bout de code au moment où vous arrivez sur le site, donc le cas classique, c'est un utilisateur arrive et vous voulez vérifier qu'il est déjà connecté, par exemple, c'est un bout de code que vous allez vouloir exécuter à ce moment-là, et c'est pas un bout de code que vous voulez exécuter à chaque changement de page. C'est vraiment quand il y a un hard refresh ou quand on arrive sur le site pour la première fois. Ensuite, le dossier statique. Dossier statique, c'est tout simplement tous les fichiers qui vont être là. Au moment où votre site est construit, ils vont se retrouver à la racine de votre site. En général, on a le favicon, on peut avoir le robots.txt, la sitemap, vous voyez ce genre de fichiers. Et ensuite, on a le store. Le store, c'est Vuex. Pareil pour ceux qui ont déjà utilisé Vue. Vuex, c'est le store de Vue, un peu comme Redux ou Mobix sur React. Et donc, Nuxt nous permet d'initialiser un store Vuex hyper facilement en créant juste dans ce dossier-là un fichier index.js. Ça, pour le coup, je pense qu'on n'aura vraiment pas du tout le temps de le faire, mais j'essaierai, on verra. Ensuite, on a plein de petits fichiers là
de développement qui ne nous intéresse pas trop. Et on a ce fichier-là qui nous intéresse pour le coup, c'est nuxt config. Et donc nuxt config, ça va juste en fait définir comment le comportement de votre site Nuxt. Donc il y a plusieurs propriétés. La première, c'est target. Et target, en fait, les deux valeurs possibles, c'est statique ou serveur. Et c'est exactement ce dont je vous parlais avec le server-side rendering ou le static site generation. Nuxt peut faire les deux. Et donc, en fait, vous avez juste à dire, OK, là, je veux faire un site statique ou je veux faire un site qui sera rendu par un serveur. Et donc, il va se passer en fonction de votre valeur ici, Nuxt change des choses sous le capot quoi, pour que ça marche bien. Donc, ça se passe ici. Ensuite, on va avoir une propriété head. Donc, ça, c'est tout simplement ce qui va aller dans le head de votre HTML de façon globale sur toutes les pages de votre site. Title, des attributs HTML. Donc là, c'est la langue, des méta, UTF-8, voilà, viewport, description, vous connaissez, des links. Et il faut savoir que en fait, c'est des valeurs par défaut ici. Donc, ça sera ici globalement, sauf qu'on va aussi pouvoir changer le head page par page. Évidemment, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est SEO, etc., vous savez que il faut avoir un titre différent par page, une description différente par page, et possiblement d'autres attributs. Donc, en fait, ça, c'est très pratique de l'avoir là par défaut. Et puis, après, on les modifiera page par page. On a une petite propriété CSS ici qui va vous permettre d'importer des feuilles de style CSS de manière globale sur toutes les pages, pareil. C'est assez cool parce qu'en fait, vous pouvez importer, soit vous avez un lien vers un unpackage, vers un CDN qui a un fichier CSS, donc vous pouvez l'insérer là. Vous pouvez aussi importer directement un fichier qui vient de vos assets, ou vous pouvez carrément donner le nom d'un package NPM. C'est ce qu'on fera juste après. Si vous avez installé ce package, vous donnez juste le nom ici et ça chargera le CSS pour vous. Les plugins, en fait, c'est les plugins qui sont là. Dès que vous créez un fichier dans ce dossier plugin, il faudra l'appeler ici pour que Nuxt le prenne en compte. Components true, ça c'est une nouvelle propriété parce qu'il y a plusieurs updates récemment de Nuxt. Components true, ça veut dire que les composants sont auto-importés dans tous vos fichiers view. Vous n'avez pas à faire import header from component/header. Vous pouvez juste appeler votre header dans votre template HTML et ça marchera. Donc il y a une possibilité de le désactiver parce que parfois ça peut être, pour certaines utilisations, ça peut être complexe. Et ensuite, on arrive aux modules. Et les modules, là, pour le coup, c'est un peu comme les plugins WordPress. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on va pouvoir rajouter par-dessus Nuxt. Donc, Nuxt, il y a une base qui est assez complète, mais il y a plein d'utilisations possibles qu'on peut faire d'un site internet, et donc il y a plein de fonctionnalités qu'on peut vouloir rajouter. Et puis, en général, quand vous voulez rajouter une fonctionnalité, vous n'êtes pas tout seul à vouloir rajouter cette fonctionnalité. Du coup, il y a des gens sympas qui créent des modules qui contiennent cette fonctionnalité et que vous allez pouvoir tout simplement très très facilement en fait installer. Donc en général, c'est des packages npm pareil que vous installez et vous les passez dans vos modules ou build modules. Donc build modules, c'est des modules comme ils le disent ici, pour le développement et le build. Et les modules ici, c'est les modules que vous allez utiliser pour la production. Donc ça, c'est assez cool. Et ici, build, ça c'est pour si vous avez besoin d'étendre la configuration Webpack. Parce que Nuxt, ça marche avec Webpack. Donc si vous y connaissez un peu en Webpack et que vous avez envie de faire des choses un peu particulières, si vous avez envie d'avoir des loaders pour des types de fichiers spécifiques, ce genre de choses, c'est ici que ça va se passer. En général, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Et un petit conseil aussi, c'est si justement vous avez envie d'insérer, si vous vous apprêtez à modifier cette config build, demandez-vous s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un module juste avant, parce que ça peut peut-être vous faciliter des heures de galère avec Webpack. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation de la structure de Nuxt. Et en fait, on va commencer tout de suite. Le but là, c'est qu'on fasse un blog en fait, en récupérant. Donc vous avez vu avec Jules tout à l'heure, on a des articles. Donc c'est qu'on affiche une page avec
avec nos articles et après qu'on affiche, qu'on ait une page pour chaque article. Et si on a le temps, bah, qu'on fasse aussi une page d'édition d'articles avec une connexion. Vu l'heure, ça m'étonnerait, mais on va essayer. Et bah, le premier truc que j'ai envie qu'on va commencer par faire, en fait, c'est ajouter un module, et c'est le module Apollo pour pouvoir se connecter au serveur GraphQL qu'a fait Jules, justement. Et donc ça, en fait, moi j'ai déjà ajouté à mon package.json et Nuxt.js Apollo. En fait, les modules, il y a des modules qui sont vraiment reconnus par Nuxt comme étant faisant partie de la communauté Nuxt, quoi. Et donc ceux-là, c'est quand ils sont précédés par @Nuxt.js. Et quand vous avez un module qui est avec un @Nuxt.js, vous savez que c'est du solide, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et donc vous l'installez, vous l'ajoutez à votre package JSON, et on va juste le rajouter ici, là, hop, dans nos modules. Et j'ai pas envie de faire de bêtises, donc je regarde juste au-dessus. Ouais, c'est ça, donc c'est dans les modules de production. On a juste à faire ça, hop, @Nuxt.js/Apollo. Hop, et là, on a ajouté notre premier module, et vous voyez que j'ai sauvegardé, ça m'a fait cracher mon serveur de dev, où il me dit No client configs found in Apollo configuration, parce que en fait, en général, quand vous ajoutez un module, il a un peu de configuration à avoir. Et donc là, pour le coup, ça va nous permettre, ce Nuxt.js Apollo, ça va nous permettre de rajouter une clé qui s'appelle Apollo. On va passer la config d'Apollo. Et là, je vais juste faire du copier-coller. Hop là. Et ça, c'est la config par défaut que vous retrouvez sur la doc d'Apollo. Et donc, vous mettez vos breakpoints. Donc là, je le mets en dur. En vrai, ce serait mieux de le mettre dans un fichier d'environnement et ensuite de les appeler ici. Voilà, pour la démo, on va faire ça comme ça. Hop, je vais pouvoir relancer le serveur de développement. Ça, c'est aussi, enfin voilà, avec Nuxt, comme je disais, expérience de développeur, c'est cool. Donc vous avez votre serveur de développement, etc., qui marche nickel. Donc là, on a notre Apollo et on va pouvoir aller dans notre index.view là et on va afficher nos articles. Vous voyez que bon, ça, c'est tout le style qui est là de base. Quand vous créez votre fichier avec votre dossier Nuxt avec la ligne de commande. Donc on s'en fiche un peu. Là, on va récupérer nos articles. Alors, voilà, j'aurais bien aimé le faire en live coding, mais on va essayer d'aller un peu plus vite que ça. Et je vais faire un petit copier-coller. Donc, Nuxt Apollo, ça vous donne une propriété dans Vue qui s'appelle Apollo. Et dans Apollo, vous allez pouvoir faire vos queries. Et donc là, bah, voilà, si vous avez compris un peu tout à l'heure les queries de Jules, etc., on fait exactement la même chose. GQL, c'est un truc qu'on a importé dans un package qui s'appelle GraphQL Tag. Pareil, c'est un truc que j'avais déjà mis dans mon package.json. Donc voilà, et là, ça va nous permettre d'accéder à nos articles tout simplement dans notre template. Donc pareil, en fait, je vais pouvoir paf. Ça, tout ça, c'est des trucs de base, on s'en fiche un peu. Et hop là, donc un petit H2, nos articles, on peut mettre même un champ, hop, accueil, nos articles, une liste avec, alors ça voilà, si vous n'avez pas, si vous connaissez pas Vue, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais donc on va boucler tout simplement sur nos articles. Donc articles, là, ça fait bien référence à ce articles là. Et on va avoir là notre premier composant qui est spécifique à Nuxt, c'est le Nuxt Link, et c'est en fait le composant que vous allez utiliser pour bouger de page en page sur Nuxt. Vous n'allez pas mettre juste un A avec un href, parce que si vous mettez un A avec un href, en fait, ça va recharger entièrement la page à chaque fois, et là, on veut faire un truc un peu dynamique, un peu bah, voilà, comme sur Vue, sur React, ce genre de choses, et donc c'est le composant Nuxt Link qui prend un paramètre tout. Et donc là, on lui dit, bah, ça va renvoyer vers la route /post/ l'ID de notre article. Et donc à l'intérieur, là, on met le titre de notre post. Vous voyez que là, dans la query, j'ai aussi récupéré le created at et le author avec le name.
Et donc, je peux les afficher ici, post.author.name, et là, un petit JavaScript pour afficher une date. Et voilà, donc là, je sauvegarde et je prie pour que ça marche quand je vais passer à droite. Et ça marche, incroyable. Donc là, on a bien nos 4 articles. Et je ne vais pas cliquer parce que ça va faire une erreur, parce que notre route, je peux vous montrer en fait, voilà, slash post slash 1, on ne les a pas définis en fait, slash post slash 1, slash post slash 2, on ne les a pas définis. Et comment on fait pour définir une route dynamique sur Nuxt? Et ben en fait, on va pouvoir créer ici un nouveau dossier. On va appeler post. Post. Et donc post ici, ça fait référence à ça, à ce post-là. Et à l'intérieur, on va créer un fichier underscore id.view. Voilà. Et ça, quand vous commencez par un underscore, ça veut dire que c'est une page dynamique. Et vous allez avoir un ID qui est en fait ce que vous allez pouvoir récupérer dans l'URL. Donc là, notre slash 1, slash 2, etc. Donc quand on dit slash post, slash 1, slash post, slash 2, vous voyez, on va toujours retomber sur ce template-là. Donc on peut faire le test. Pour créer ça. Le post. Là, je sauvegarde. Et donc là, si je vais hello 1, vous voyez, blog post, pareil pour le 2, hop, ça marche super. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer nos articles correspondants avec notre ID, tout simplement. Donc, exactement pareil, je vais faire un peu de copier-coller, désolé, mais en essayant de vous expliquer tout ça. Hop là, on prend Apollo, hop, hop, et voilà. Donc, comme je vous le disais, avec Nuxt Apollo, on a ce truc Apollo. On va pouvoir faire une query avec un paramètre qui va être notre ID, et on va récupérer le titre et le content. Et donc, la façon dont ça marche vu Apollo, c'est que on définit la query et ensuite on définit les variables qu'on va lui passer. Et la variable, c'est l'ID. Et l'ID, on va le récupérer en fait depuis notre route. Donc, vous voyez là dans notre URL, si on va là, hop, slash post slash 1, c'est ce 1 qu'on va récupérer. Et ce 1, en fait, il se trouve dans this.route, c'est un truc de nuxt.params.id. Juste, je me permets d'intervenir Ouais. pour préciser pour tout le monde. Le petit système avec le $id, de .in, point d'exclamation, tout ça, c'est pas propre à Apollo Nuxt ou Librairie Font. C'est-à-dire que c'est un système qui se trouve dans GraphQL, le système de variables de GraphQL, que je n'ai pas présenté pour des raisons de simplicité et de temps. Mais dans l'idée, juste dites-vous que c'est pas un truc qui est propre à Nuxt ou à Apollo Nuxt, enfin peu importe, c'est un système qui est inclus dans GraphQL. Voilà, petite précision terminée. Voilà. Et très bien. Non, mais exactement, c'est important de le préciser. Et donc, voilà, on va récupérer notre ID qui se trouve dans cet objet this.route qui est intégré à Nuxt. Et donc, en fait, ce ID-là, eh ben, ça s'appelle ID parce que vous avez appelé votre fichier underscore ID. Si je l'avais appelé underscore slug, par exemple, ben, j'aurais appelé this.route.params.slug. Et là, vous voyez qu'on fait un parseInt parce que notre ID a besoin d'être un int et this.route.params.id, ça nous renvoie une string. Donc, on a besoin de le parser pour que ça marche. Pareil, là, hop, j'importe du QL de GraphQL tag et je vais pouvoir copier mon template qui est en fait très très simple. Hop, on affiche le titre, on affiche le content dans du VHTML. Donc c'est juste si au cas où il y a des balises HTML dans mon content, on va pouvoir rendre render de HTML avec ça. Et on vérifie si l'article existe bien pour pas avoir d'erreur. Donc on sauvegarde et voilà, vous voyez que post 1, hop, hello world 1, lorem ipsum, c'est pas mal. Donc on a déjà créé notre page d'accueil et 4 pages qui correspondent à notre blog. Donc plutôt pas mal. Je vais en profiter tout de suite tiens, pour vous montrer ça. Je vous avais dit que vous avez vu qu'on avait vu dans le Nuxt config, on avait vu cette partie aide.
ici. Et je vous avais dit, on peut faire ça page par page. Et ben, en fait, on va exactement faire ça. Où, sur chaque page de Nuxt, vous avez là, dans votre config, enfin votre export view, vous avez une propriété qui s'appelle head, qui peut être une fonction ou un objet, et qui va en fait vous permettre de modifier le head de cette page-là. Donc là, vous voyez que pour cette page-là, on veut que le titre, ce soit le titre de l'article, on veut que la description, ce soit le contenu de l'article, et ça marche comme ça. Donc là, si on regarde ici, hop, on va sur Hello World 1, et vous avez vu que le titre de la page, c'est bien Hello World 1. Pareil, Hello World 4, ça marche nickel. Donc ça, c'est pas mal. Bon, là, vous avez vu, le style est pas ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment marche la propriété CSS. Là. J'ai installé un package que j'ai trouvé en préparant un peu ce workshop qui s'appelle mdp.css. Et bah, c'est juste un petit framework, tout petit framework CSS qui marche pas mal, qu'on va pouvoir importer. Et en fait, ce qui est cool avec ce framework, c'est que ça marche pas avec des classes, ça stylise directement les tags. Donc, c'est plutôt pratique pour ce genre de choses. Donc, vous voyez, je veux l'insérer, donc je vais le mettre dans mon CSS, mdb.css. Hop. Et normalement, j'ai besoin de rien faire d'autre. Je recharge quand même, et vous voyez que, hop, ça modifie un petit peu. Et donc, je crois que si je retiens bien, ici, là, si au lieu de mettre une div, je mets un main, ça va être un peu plus centré, je crois. Voilà. Et donc, je pourrais mettre un main ici et mettre un main ici, là, pour que ça soit partout pareil. Sauf que, en fait, ça nous fait faire de la répétition. Du coup, on n'aime pas trop ça. On va juste retourner notre div ici. Et pour faire un truc plus global, on va aller dans notre layout. Hop, layout, et on va pouvoir tout simplement un petit main là, et on va mettre notre composant Nuxt à l'intérieur. Voilà. Et donc là, si je retourne ici, j'ai bien, ça a bien gardé mon contenu centré. Si je vais sur Hello World, c'est centré aussi, donc c'est cool, on aime ça. Et donc là, on va vouloir rajouter un petit header. Donc, on va créer un composant header. Hop là, header.view. Et bon, alors pareil, désolé, je fais du copier-coller puisqu'il est déjà 19h. On va prendre ça, hop. Et hop, et alors là, okay. Donc un header avec petite nav, UL, LI, un truc vers l'accueil, un petit lien, je ne sais pas si on l'exploitera, mais pour écrire un article. Voilà. Et donc là, exactement comme le truc pour le main, etc., je pourrais ici importer mon header, je pourrais ici importer mon header pour mon article. Mais comme je vous ai expliqué, le plus simple, c'est les layouts. Et donc, on peut aller là, on peut dire header. Et pareil, comme je vous ai expliqué pour les composants, même pas besoin de l'importer dans mon script. Là, j'ai juste, avec Nuxt, ça marche tout seul. Hop. Et voilà, on a notre header accueil, écrire un article, qui est présent sur nos deux pages. Et donc là, si on va sur écrire un article, on n'a pas créé de fichier newPost.view. Donc, this page could not be found. En gros, c'est une 404. Ça vous met ça par défaut. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez votre propre 404? Il y a un truc cool avec Nuxt, c'est que vous avez un layout particulier. Si vous créez un fichier dans les layouts qui s'appelle error.view, Nuxt va automatiquement le détecter et va vous prendre ce error.view pour votre page d'erreur. Donc là, en fait, on peut juste recréer une page comme ça en disant oups, petite erreur. Mettre un petit emoji. On peut afficher le code de l'erreur.
error.statuscode. Et en fait, cette erreur, elle vient d'où? Et bien en fait, automatiquement, dans ce fichier erreur, on a error qui est passé, un objet error qui est passé en props par Nux. Il le fait tout seul. Donc on a juste à le récupérer et à le mettre ici. On peut sauvegarder ça. Et voilà, donc là, il faut recharger, je pense, et hop, voilà. Donc on n'a toujours pas créé de new post, donc la route n'existe toujours pas. Et du coup, c'est une 404. Et ça nous affiche automatiquement cette page. Et vous avez vu que ça a gardé, en fait, ça a pris mon layout par défaut. Là, il s'appelle default, ce layout-là, et donc il est automatiquement utilisé par ma page erreur. D'ailleurs, ouais, c'est un truc que je vous ai pas dit. Si vous voulez utiliser un autre layout dans vos pages, vous avez une propriété Nuxt qui s'appelle layout. Et donc là, vous dites, si vous créez un layout qui s'appelle layout sidebar, par exemple, bah, vous allez pouvoir mettre layout sidebar et automatiquement, ça utilisera le layout qui est dans votre fichier, qui est dans votre dossier layout. Hop là. Du coup, pas mal du tout ça. Je vais me dépêcher de vous montrer. Alors, il y a un truc que j'aurais pu vous montrer avec des variables, si vous voulez importer du SCSS, etc. Je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Ouais, c'est pas très utile que je vous le montre maintenant. On va plutôt, justement, on va créer notre page new post là, pour créer un post. Donc, new post.view. Hop. Et qu'est-ce qu'on va vouloir mettre ici dans ce new post? On veut un form en fait juste pour rentrer un titre et du contenu pour notre article. Donc pareil, désolé, copier-coller. Hop, 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 et ça. Donc petit h1, forme, ça vous verrez, on verra si on ne tente pas de le faire. Forme avec un titre, avec un input avec un title, label contenu, hectarea pour entrer notre contenu, ID content, hop, et voilà, vous voyez qu'on a notre truc, écrire un article, titre, contenu. Et j'ai un peu spoilé là en faisant mon copier-coller de code, mais juste avoir une textaria pour notre contenu, c'est pas forcément l'idéal, parce que on peut vouloir mettre des choses en gras, on aimerait avoir un peu plus de possibilités d'édition. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un peu sur Internet qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des éditeurs de texte un peu plus poussés. Et on va en trouver un qui s'appelle Vue2Editor, que j'ai déjà installé du coup. Et ce Vue2Editor, comment est-ce qu'on va faire pour l'utiliser? Donc ça, pour le coup, c'est un plugin Vue, vu que c'est un composant Vue. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller dans notre dossier plugin là, et on va créer un fichier editor et on va dire .client.js. Juste pour spécifier à Nux que c'est quelque chose qui va se passer côté navigateur. De toute façon, là, la plupart des choses qu'on va faire, même toutes les choses qu'on va faire, c'est côté navigateur, parce qu'on est sur un site statique. Editor.client.js. Et comment est-ce qu'on va pouvoir importer notre Vue2Editor, tout simplement comme ça en fait. On importe Vue, donc on importe l'instance de Vue, on importe notre composant Vue2Editor et on dit juste Vue.use. Donc ça, si vous avez déjà fait du Vue, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Ici sur Nux, ça se passe tout simplement dans un fichier plugin. Hop, on enregistre et comme je vous l'ai dit au début, dès qu'on crée un plugin, on retourne dans notre config, on va dans le plugin et on l'importe donc avec le petit tilde parce que c'est la convention de Nux, et pas du tout assets, mais plugin/editor.client.js. Donc là, on fait ça. Et donc là, notre éditeur est disponible. Donc si je regarde mon plugin, là, vous avez vu que Vue.use Vue2Editor, je peux tout simplement aller dans mon new post
Et au lieu de textarea, bah, je vais dire view to editor. Et c'est un truc qui se self-close, donc je vais juste faire ça. Et alors, est-ce que ça marche pas? Ça marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vue2 Editor qui ne marche pas. Je vais revérifier sur ma cheat sheet pour voir si j'ai fait l'erreur. Ok, et donc apparemment, il ne faut pas une Vue2, il faut juste mettre View Editor. Et voilà. Et View Editor, bah voilà, automatiquement vous avez ce truc-là, donc pour créer votre rich text. Et donc c'est comme ça que vous insérez des composants Vue supplémentaires avec les plugins. Donc ça c'est assez cool. Il est déjà 19h10, donc je vais me dépêcher. Mais cette route-là, écrire un article, on ne veut pas forcément, on ne veut pas que n'importe qui puisse y avoir accès, parce que ça n'a pas de sens. Il faut être administrateur pour pouvoir écrire un article. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir la protéger, cette route. On ne veut pas que dès qu'on clique, on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer un middleware. On va créer un middleware. Hop, post.js. Et ce middleware, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vérifier si on est connecté, et si on n'est pas connecté, il va renvoyer vers du login. Alors là, je vais faire pour le coup plutôt gros copier-coller. Quoique non, peut-être pas tellement, mais voilà. Donc un middleware, c'est une fonction qu'on va exporter, et en fait Nux nous passe dans cette fonction un gros objet qui a plusieurs choses. On a notamment accès à une fonction de redirection, on a accès à tout un objet qui s'appelle app, qui a plein de choses disponibles à l'intérieur, dont, grâce au module Nux Apollo, dont une petite fonction qui s'appelle Apollo Helpers. Et Apollo Helpers, ça nous permet de vérifier si on a un token qui est disponible sur le navigateur. Et s'il y a un token qui est stocké sur le navigateur, bah, ça veut dire qu'on est connecté. Donc en gros, si on est connecté, return true, tout va bien, on laisse passer. Sinon, on redirect vers le login. Donc en fait, là, on peut sauvegarder ça. Et on va juste aller dans New Post. Et là, on va dire middleware et auth. Auth qui est juste qui est exactement le nom de mon fichier. Et Nux va trouver tout seul, il n'y a pas besoin d'importer le fichier ou quoi que ce soit. Nux il va trouver tout seul que auth c'est ce fichier middleware auth. Et donc là on est là. Et vous voyez qu'il y a un petit bug là parce qu'on n'a pas rechargé, mais donc, si on recharge et qu'on va sur écrire un article, hop là, oups, petite erreur parce qu'il a voulu nous rediriger vers le login et bah, qu'on n'a pas de login tout simplement. Donc je vais créer la page de login. Login.view. Hop. Alors là, pour le coup, vraiment désolé, mais je vais pas vraiment expliquer. En gros, on va faire une forme de connexion, email, mot de passe. Ensuite, on va utiliser tout ce qui est sur Apollo. Donc ça, je vous invite vraiment à, quand on vous partagera le GitLab, vous parcourez ça et puis limite, vous nous envoyez des messages pour nous demander ce qui se passe. Mais en gros, on va utiliser Apollo pour envoyer des mutations, comme ce que vous avez montré juste tout à l'heure, et la mutation de login avec l'email, le mot de passe, en passant en bas notre email et notre mot de passe qu'on a récupéré dans notre formulaire. Et une fois que la mutation est effectuée, en fait, on va récupérer le token que ça nous donne. On va le stocker sur le navigateur, donc grâce à une fonction d'Apollo. Ça va stocker sur un cookie. Et on va push this. Alors, ça, vous en occupez pas trop pour l'instant. Et on va push tout ça. This.outer.push, c'est une fonction de Nux pour dire aller à la page new post. Donc si on enregistre ça, hop là, on recharge ça, et voilà, email mot de passe. Et donc là, je peux réutiliser les mêmes credentials que Jules, hein, parce que c'est ces données. Daniel@mail.com, Daniel, je me connecte.
Voilà, là, on a un petit truc de Google parce qu'apparemment, mail.com, c'est pas très sécure. Et vous avez vu qu'on a été redirigé direct vers écrire un article. Et si on regarde un peu la console, et ben, on va aller dans application, les cookies, et vous avez vu qu'on a un Apollo token qui est ici, qui a été mis tout seul, qui est notre token. Si je le supprime, que je retourne sur l'accueil là, hop, on va faire un petit rechargement, écrire un article, hop là, bah, j'ai été déconnecté, donc ça me retourne vers mon truc de connexion et on peut y retourner, hop là, comme ça. Et puis ensuite, on va pouvoir écrire notre article, écrire notre contenu, créer l'article. Bon, je ne vais pas passer en détail sur créer l'article. Créer l'article, globalement, c'est pareil. On va envoyer une mutation avec Apollo pour créer l'article. Et en fait, ce qui est bien avec View Apollo, c'est que s'il voit qu'il y a un cookie qui s'appelle Apollo Token, il va automatiquement le prendre et l'envoyer avec votre mutation. Donc, si vous êtes connecté, toutes les mutations qui demandent à être connectées, tout va bien se passer. Ce qui est assez cool avec Nuxt Apollo. Vous n'avez pas à vous embêter la tête à dire ok, je dois récupérer mon cookie, passer le token dans le header, etc. Ça marche plutôt bien avec Nuxt Apollo. Voilà, honnêtement, on est quasiment à la fin. Parce que j'ai pas trop envie de dépasser plus. On aurait pu faire un truc avec le store et vous montrer un peu comment on peut justement récupérer un peu partout sur notre application, sur notre site que l'utilisateur est connecté pour afficher par exemple son nom ou un bouton de déconnexion. Ça sera dans la version finale. Je vais essayer de le commenter un peu pour que vous compreniez. Il y a juste un dernier truc que j'ai envie de vous montrer. Et ben, du coup, là, on va quitter notre serveur de développement et on va utiliser la commande generate. Donc là, yarn generate, il est dans le package.json. Ça renvoie vers Nuxt generate. Et en fait, c'est la commande qui va être utilisée pour créer un site statique. Et donc là, Nuxt file generated, c'est en train, du coup, vous allez voir un peu tout ce qui se passe. Donc là, il y a très peu de pages, donc c'est très rapide. Quand vous avez un blog avec 50, 100, 160 articles, ça peut prendre évidemment 5 minutes, 10 minutes, voire plus. Et donc là, vous avez vu qu'il m'a généré toutes mes pages. Et si je vais dans mon dossier dist, hop là, post par exemple 1, et bah, vous voyez que ça m'a généré des fichiers index.html. Si je regarde un peu tout ça, bon, voilà, ça nous a généré plein de trucs, du code qui est complètement splitté, enfin tout est ultra optimisé par Nuxt en gros. Et si on regarde un peu le contenu, ben, vous voyez que title hello world 1 et le contenu lorem ipsum 1, c'est le contenu en fait qui était présent sur notre back, sur notre base de données, qui a été automatiquement généré statiquement. Et donc ça, vous allez pouvoir l'envoyer sur votre serveur Apache, sur votre Netlify, votre Vercel, tout ce que vous utilisez. Et ils vont hoster ces fichiers, et ça va être super facilement accessible. Ok, et dernier truc, après promis, je vais m'arrête. Là, vous avez vu que ça a généré automatiquement les routes de tous les postes. Mais comment ils savaient qu'il y avait 4 postes pile à générer? En fait, c'est une mise à jour de Nuxt qui est assez récente et qui est vraiment cool. C'est qu'il va, en fait, au moment de générer vos routes, il va crawler en fait toutes vos pages. Il va regarder vos Nuxt links. Et en fait, pour chaque Nuxt link, il va générer la page qui correspond. Donc, si tous vos articles sont listés dans les Nuxt links sur les différentes pages de votre site, bah, ça générera automatiquement toutes vos routes dynamiques comme ça. Donc, ce qui est assez stylé. Avant, c'était assez chiant. On devait aller dans next.config.js et il y avait une propriété qui s'appelle generate, qui est toujours utilisable aujourd'hui si vous n'avez pas vos Nuxt links partout et que vous avez quand même besoin de générer des trucs. Ça va passer là-dedans. En fait, generate, bah, c'est une fonction dans laquelle vous allez pouvoir faire vos appels à vos API pour lister tous vos contenus, tous vos posts de blog, etc. Et vous allez pouvoir dire, bah, ok, je récupère tous mes posts de blog et pour chaque post de blog, tu me génères la route.
bah ça fallait faire tout à la main avant, mais maintenant qu'il y a une mise à jour, vous n'avez même plus besoin de le faire, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est à peu près tout pour moi sur Nuxt. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai dû aller assez rapidement. J'espère que vous avez appris des trucs quand même et que ça vous donne envie de vous plonger un peu plus dans Nuxt et de l'utiliser pour vos projets, pour vos sites, etc. C'est vraiment un truc super puissant, super complet. Là, on a vraiment fait de la surface et il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire. C'est vraiment cool. Et si vous aimez Vue, je pense que vous aimerez Nuxt sans trop de problèmes. Voilà. Alors attendez. Et ben, je repasse là-dessus, comme ça, paf. Et je stoppe le share. Comment on fait? Comme ça. Et ben voilà. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'ici. Vraiment désolé qu'on ait pris 20 minutes de Légèrement plus. débordé. Ouais, non, mais moi aussi, de toute façon, on avait prévu énormément de choses et on aurait bien aimé vraiment que vous puissiez coder avec. Un peu galère, je pense. On verra si on en refait un. Si on en refait un, peut-être qu'on essaiera de prendre un seul sujet et on Ouais. fera ça sur 1 heure et avec moins de choses à peut-être qu'on prendra un sujet un peu plus compliqué avec moins de choses à montrer pour que vous puissiez coder en même temps. Je sais pas, on verra. Salut, bonne soirée. Tous.